Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Emmanuel Toussaint d'Auvergne, le directeur général de Screlec Battery Box, éco-organisme chargé de la collecte et du recyclage des piles et batteries. On parlera notamment d'un nouveau règlement européen sur les batteries. Pour le débat de ce Smart Impact, on se demandera comment rendre la transition écologique désirable pour les citoyens. On parlera notamment du prix du livre environnement remis par la Fondation Veolia. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, vous découvrirez Hectarea quand l'épargne verte se met au service de l'agriculture. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Emmanuel Toussaint d'Auvergne. Bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue, vous êtes donc le directeur général de Screlec Battery Box, éco-organisme, je le disais en titre, de la filière des piles et batteries. Ça représente combien d'entreprises en France? C'est quoi? Alors aujourd'hui, notre éco-organisme fédère de notre côté plus de 7000 entreprises. C'est colossal. En fait, on a une croissance qui est exponentielle du fait d'une quantité qui sont mises sur le marché qui sont de plus en plus importantes. Aussi bien pour des gens qui veulent s'engager dans la mobilité, donc qui font le choix des batteries, que d'autres qui veulent être connectés en permanence à Internet. Oui. Et donc ça représente, j'ai trouvé ce chiffre en 2022, 4831 tonnes de piles et petites batteries usagées collectées, avec, on va évidemment ensuite détailler, mais avec une légère baisse de la collecte sur un an. Comment ça s'explique ça? Alors ça s'explique parce qu'on est dans des périodes qui sont un petit peu bouleversées suite au Covid. Il y a eu des activités qui ont été un petit peu modifiées. Et paradoxalement, sur cette année 2023, on est sur une énorme croissance. C'est en train de reprendre très fort. Oui, on devrait dépasser les 6000 tonnes. D'accord. Et on parle de quoi? De piles et petites batteries. Alors c'est quoi? De quel matériel on parle? Dites-nous tout. Donc on parle des batteries qui sont en fait des batteries qui sont essentiellement dans nos foyers. Donc ça peut être la batterie de la pile de votre horloge, la batterie de votre perceuse ou de votre téléphone portable par exemple. Oui. Est-ce que dans ce bilan, justement les batteries, alors je voudrais qu'on parle ensuite de nouvelles mobilités, elles prennent de plus en plus de place? Oui, en fait. tout à fait, tout à fait. Nous on le voit déjà au niveau de nos adhérents. Il y a une quantité de plus en plus significative de batteries qui sont mises sur le marché. Et on voit aussi maintenant, parce qu'elles ont une durée de vie plus longue, qu'on les récupère d'une manière plus significative aussi dans la partie collecte de notre activité. Alors la réglementation européenne sur les batteries, elle change. Elle a changé en ce mois de juin. Dans quel sens? Est-ce que les règles sont plus strictes? Qu'est-ce qui change? Alors ce qui change, c'est qu'on a un nouveau règlement européen. Donc, déjà, c'est un règlement. Donc c'est quelque chose qui va s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Il va s'appliquer à tous de la même façon. Donc il n'y aura pas de transposition, si ce n'est des ajustements de textes réglementaires au niveau national. Donc là, c'est vraiment un règlement que je qualifierais de développement durable. Parce qu'on va agir aussi bien sur l'économique, on va agir sur le social et l'environnemental. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, on va développer l'économie circulaire en essayant de promouvoir l'intégration de matières premières recyclées dans les nouvelles batteries. Ok, d'accord. Et donc, je posais la question, est-ce que ça va être plus ou moins strict? Qu'est-ce que ça change pour les industriels du secteur? Ce sera beaucoup plus strict aujourd'hui pour les industriels. Ils devront être beaucoup plus vigilants à la fin de vie de leurs produits. Donc, comment il va rentrer dans le circuit de la collecte, du tri et du recyclage, qu'on puisse bien extraire les batteries. Et de la même façon, ils devront aussi être à l'initiative en termes d'éco-conception de nouvelles batteries qui devront intégrer par exemple des matières premières secondaires et qui seront plus enclins à être engagés dans le système du recyclage. Est-ce que ça entre en vigueur très vite? Est-ce qu'il y a des paliers dans la mise en œuvre? Comment ça se passe? Comme je vous le disais, donc, le règlement européen, il a été validé déjà par le Parlement. Le Conseil de l'Europe doit aussi donner son avis. Ensuite, il doit y avoir une lecture quand même des textes au niveau français pour savoir si en termes réglementaires, il y a une homogénéité. Et après, je pense que pour nous, ce sera en vigueur surtout sur l'année 2024, voire 2025. D'accord. Est-ce que dans les obligations, on va dire, liées à ce nouveau règlement européen, il y a aussi cette notion de transparence vis-à-vis des usagers? Est-ce que l'industrie de la nouvelle mobilité, j'élargis volontairement, va devoir être plus transparente? Oui, en fait, il y a une volonté aussi de donner plus d'informations aux consommateurs. Il y aura ce qu'on appelle un passeport batterie qui va justement accompagner la batterie tout au long de son cycle de vie. Et puis quelque chose qui sera fort aussi, c'est qu'on va commencer à parler de la deuxième vie des batteries. Autrefois, on était dans une économie qui était un peu linéaire. On collectait des batteries, on les envoyait dans des centres de recyclage pour en récupérer les métaux. Maintenant, on va prendre des batteries, on va essayer de les réparer et de leur redonner une deuxième vie ou d'étendre la première vie. Donc là, ça concerne tout ce qui est trottinette, vélo, scooter
électriques, c'est quel type de batterie? Exactement. Donc, dans le fameux règlement européen prévoit une nouvelle catégorie de batteries, qui est les batteries de transport, on va dire, léger. Et donc, on aura les trottinettes, les EDPM, ce qu'on appelle les vélos, tout ce qui permet de la mobilité douce. Et donc, on aura une réglementation adaptée à ces produits. Est-ce que ce sont des produits que vous recyclez déjà et dans quelle proportion? Alors, oui, on les recycle déjà. En fait, on avait anticipé cette évolution réglementaire. Lorsqu'on a fondé la filière il y a 25 ans, on a été déjà des précurseurs. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait justement travailler avec les acteurs concernés par les batteries de cette mobilité pour les accompagner sur la bonne gestion de leur flux. Donc, aussi bien dans les déclarations qu'ils nous font, jusqu'à la prise en charge vers la réparation et recyclage. Ça veut dire que dans les 7000, c'est ça, entreprises dont vous me parliez, il y en a quelques centaines qui sont de ce secteur des nouvelles mobilités et potentiellement d'autres centaines ou peut-être des milliers qui pourraient vous rejoindre, c'est ça? Tout à fait. Avec justement le nouveau règlement européen, ce sera une obligation réglementaire forte pour elles. Aujourd'hui, on était dans une filière volontaire et demain, on sera dans une filière on va dire, encadrée par les pouvoirs publics. Et donc là, il y aura beaucoup plus d'adhérents dans cette filière-là. Alors, je voudrais qu'on parle de l'efficacité du recyclage et des objectifs qui sont les vôtres. Est-ce que les batteries, aujourd'hui, elles sont moins bien collectées que les piles, par exemple? Non, c'est collecté de la même façon. On a un système qui est mutualisé, donc partout où on apporte nos services, on récupère aussi bien que des piles que des batteries. Et ensuite, on les envoie dans des centres de recyclage qui sont dédiés à une technologie précise. On est à quel taux de récupération? Alors aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, on a dépassé les 52,5% de taux de collecte, donc c'est plutôt pas mal, sachant que le règlement, la précédente directive européenne nous imposait 45%. Et là, on va glisser vers un 73% en 2030. Donc c'est très ambitieux, très très ambitieux en termes de performance. Qu'est-ce que ça suppose pour vous et surtout pour les industriels du secteur pour atteindre ce taux ce que ça suppose pour nous, c'est que il va falloir qu'on fédère beaucoup plus ces acteurs qui détiennent le gisement et qu'on leur apporte plus de services, aussi bien le public, à travers par exemple les déchetteries, ou les acteurs de la distribution, ou les entreprises qui détiennent ce gisement, comme les gestionnaires de déchets. Donc plus de services et des accompagnements financiers. Mais on est dans la logique de la responsabilité élargie des producteurs, donc de toute façon, ils doivent le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on n'atteint pas plus facilement un taux de collecte plus important? Alors, parce que c'est très simple. Aujourd'hui, on a commencé, on va dire, à mettre des actions qui nous ont permis de collecter les fruits qui sont en bas de l'arbre. Aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse demain les fruits qui sont en haut de l'arbre. Donc là, forcément, il va falloir démultiplier des projets, d'avoir beaucoup plus d'initiatives pour aller chercher des gisements additionnels. Est-ce qu'il y a aussi, alors là, vous parliez de déchetterie donc à destination du grand public, est-ce qu'il y a des campagnes d'information que vous faites déjà ou d'autres campagnes qui sont prévues? Oui, on fait beaucoup d'opérations. On pense qu'aussi pour avoir un impact plus important, il faut qu'il y ait un volet social dans notre activité. Donc par exemple, on fait des opérations avec le Téléthon, on fait des opérations avec Électriciens sans frontières pour donner du sens aux gestes. Et on pense que justement étendre ce type d'activité permettra de rehausser nos performances. Avec Électriciens sans frontières, je crois que c'est une opération dans les écoles, c'est ça? Ça s'appelle Exactement. Piles solidaires, de quoi il s'agit? Racontez-moi. Alors, en fait, on demande aux écoliers de collecter les piles et les batteries qu'ils ont à la maison, donc dans les consoles de jeux ou dans les autres équipements que l'on peut trouver, les jouets par exemple. Ils ramènent ensuite ces piles à l'école, on va collecter ces piles, et au prorata des quantités qu'on a collectées, en fait, on reverse 250 € la tonne à Électriciens sans frontières pour qu'il aille électrifier une école dans un pays en voie de développement. J'avais vu, je crois que c'était au mois de mars dernier, quand il y a eu la journée mondiale du recyclage, vous avez lancé une campagne qui était une sorte d'appel à la génération des 18-35 ans. Oui. Quel était cet appel et puis pourquoi vous avez ciblé cette génération? Parce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont beaucoup plus sensibles, on va dire, à la mobilité déjà, et aussi à la consommation, on va dire, de produits qui nécessitent justement l'utilisation de batteries et de piles. De la même façon, c'est aussi une fraction de la population qu'on a plus de mal à aborder, parce qu'ils sont un petit peu plus loin parfois de l'environnement. Donc on essaie vraiment de se rapprocher d'eux. Donc avec un film, une campagne qui était ciblée sur certains réseaux sociaux. Exactement. Donc on a essayé de les toucher par des moyens détournés, par justement essayer de les sensibiliser sur comment avoir le meilleur geste avec une approche un peu plus ludique. J'en reviens pour conclure à ce nouveau règlement européen, parce que j'ai vu cette formule. Il y est dit que l'industrie des batteries sera soumise à une politique de diligence raisonnable. Je me suis dit, oula, ça ne va pas nous mener bien loin. Ça veut dire quoi, ça? En fait, il y a des ambitions qui sont données. La volonté des pouvoirs publics français, déjà, c'est de décarboner l'industrie aujourd'hui. Donc, il va y avoir une utilisation massive de batteries qui va arriver. On entend beaucoup parler de gigafactories qui vont se construire dans le nord de la France. Et donc, il y a une mobilisation qui va être forte et croissante de tous les acteurs
aussi bien sur l'utilisation que sur la gestion de la fin de vie de leurs déchets. Mais diligence raisonnable, ça veut dire qu'on ne leur met pas tant la pression que ça. Je n'ai pas bien compris la formule. C'est nous qui avons la pression, parce que c'est nous qui devons répondre aux obligations qui nous sont apportées par les pouvoirs publics. Et quelque part, on va transférer cette pression à nos adhérents cette fois-ci, pour qu'ils s'engagent dans des projets plus engageants. Merci beaucoup, merci Emmanuel Toussaint d'Auvergne. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le rôle de la culture pour rendre cette transition environnementale désirable. Comment rendre la transition écologique désirable? On en débat tout de suite avec Fanny Demullier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de la com RSE chez Veolia. À vos côtés, Dominique Bourg, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, philosophe, président du jury du prix de l'environnement organisé par la Fondation Veolia. Vous êtes également en charge de la coordination du comité de pilotage de la raison d'être chez Veolia. Ce prix, il s'inscrit dans ces engagements RSE? Il y a une cohérence, j'imagine? Oui, il s'inscrit dans ces engagements RSE. L'objectif, c'est vraiment de donner les clés de compréhension de notre monde complexe. Donc, c'est des questions de sensibilisation à l'écologie, donc l'environnement, mais aussi ses dimensions sociales, économiques, et donner envie d'agir, parce que là, on est vraiment dans le temps de l'action. Donc, il faut comprendre, mais il faut aussi susciter de l'engagement, parce qu'il y a une certaine urgence. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point-là. Effectivement, l'urgence, tout le monde l'a intégré, je crois. Dominique Bourg, vous avez remporté ce prix en 2015. Absolument. Vous présidez aujourd'hui le jury, ça fait 4 ans, c'est ça que vous présidez le jury? Oui, c'est la 5e année, je crois. C'est la 5e année. À quoi il sert ce prix? Tiens. Alors, il a servi sans doute de façon différente, puisqu'il a une quinzaine d'années. Oui. Il y a une quinzaine d'années, on était encore beaucoup sur les questions de sensibilisation, prendre connaissance un petit peu des défis, de la situation, etc. Et puis, plus on avance dans le temps, plus l'idée d'indiquer des pistes, des voies concrètes, comment on se débrouille, comment on peut faire dans tel ou tel domaine. L'accent est un petit peu mis là-dessus. Mais attention, on a affaire aussi à un paysage qui évolue très vite. Donc, si on avait par exemple un excellent livre état des lieux, mais indiquant quelques pistes, on ne le refuserait sans doute pas. Ouais. Pistes et bonnes pratiques, c'est un terme que j'emploie souvent dans cette émission, le partage des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a aussi cette idée-là? Alors, en bonnes pratiques, si vous voulez, ça renvoie quand même un peu aux petits gestes. Alors bien sûr, les bonnes pratiques, on peut y aller si vous voulez, mais c'est pareil, même le mot transition, on ne sait pas si vraiment... Moi, je dis souvent transformation maintenant. Oui, je pense que en fait, c'est plus de l'ordre d'une transformation profonde, et en fait, on est à un point de bascule en termes de civilisation, et c'est pour ça que le mot transition est un petit peu léger, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, parce qu'on sait très bien ce qu'on va devoir quitter, on le sait moins ce vers quoi on va, et puis c'est pas décidé, ça va dépendre de beaucoup de choses encore, et surtout quand on est angoissé, on a un peu tendance plutôt à rester vers le passé, et donc en fait, la valeur première, si vous voulez, qu'il faut faire passer, c'est la valeur de responsabilité. On est à un moment donné capital, et on doit vraiment le comprendre et le sentir, je dirais. Fanny Demullier, ce prix, effectivement, il a été créé en 2006. Est-ce qu'il y a de plus en plus de matière? Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de choisir, finalement? Alors, il y a une révolution depuis 18 ans, en effet. En fait, on travaille, nous, avec les éditeurs francophones, puisque le prix est francophone. Les livres qu'on reçoit, c'est des livres de tout format, romans, bandes dessinées. On a même eu un dictionnaire, puisque Dominique a gagné avec un dictionnaire de la pensée écologique. Oui, on a de plus en plus de livres, et c'est plutôt bon signe, parce qu'on était avant dans des livres assez techniques, assez académiques, et nous, l'enjeu, c'est d'aller vers le grand public. Donc, il y a un véritable effort à vulgariser, le mot n'est pas forcément joli, mais à faciliter la compréhension de ces sujets-là. Et on reçoit plus de 100 livres dans 2 catégories, puisqu'on a aussi une mention jeunesse, je pense qu'il faut le signaler. On a un prix adulte, mais on a une mention pour les jeunes, et on sait très bien que les jeunes ont besoin de comprendre et d'agir, donc pour les 8-12 ans et un peu plus en fonction de la sélection de l'année. Et ce prix 2023, le jury va se réunir là en ce début du mois de juillet. Vous êtes en plein travail, c'est ça? Exactement. Le jury se réunit le 13 juillet. Il se réunira à la recyclerie, qui est un lieu très intéressant parce qu'il montre l'engagement aussi dans les territoires des collectifs. Et ce lieu, ces tiers-lieux éco-culturels, ça incarne pour nous les valeurs de cette sensibilisation, mais aussi de cette action collective. Alors justement, Dominique Bourg, pourquoi la culture a un rôle important à jouer dans cette transformation dont on parle? Il est même capital, puisque si on est confronté à une forme de bascule de civilisation, évidemment, ça inclut la culture. C'est-à-dire il
faut déjà comprendre. La première chose, c'est comprendre ce qui nous arrive. Alors, comprendre ce qui nous arrive, c'est comprendre les enjeux très concrets, genre dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, tension sur les ressources. Mais c'est comprendre aussi les raisons qui nous ont conduits à ça. Quelles sont finalement les valeurs auxquelles on était peut-être très attachés, mais qui, au bout du compte, finissent au bout d'un moment par déboucher sur des effets négatifs. Donc, c'est une question de compréhension. Alors, on pourrait presque dire philosophique, si ce n'est que, encore une fois, le prix, il est destiné au plus large public possible. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est comment avoir des livres, si vous voulez, dont les auteurs manifestent cette compréhension, mais aussi ce talent de faire comprendre le plus largement possible les enjeux et les pistes d'aujourd'hui et de demain. Donc ça démarre, si je vous entends bien, déjà d'une base commune d'information, de compréhension. On parle souvent de la fresque du climat ici. Il y a cet enjeu-là de départ. Parce que quand on parle, moi quand j'entends la culture, je vais penser à des films, je vais penser à des expositions. Là, vous nous parlez d'information quand même. Alors ça va, si vous voulez, de l'information à la mise de l'information et plutôt des orientations qu'on peut en tirer sous forme de récit. Oui. Si on veut que les gens y aillent en quelque sorte et envie d'y aller, et c'est un peu le Graal, tout le monde cherche le récit idéal qui va faire bouger les masses. Attendez les amis, ça va pas être simple. Mais en fait, c'est quand même ce vers quoi on doit aller. Donc vous avez la compréhension de la culture au sens scientifique, mais aussi, je vous l'ai dit, les raisons, les causes, elles sont pas scientifiques. Elles sont culturelles, elles sont de l'ordre de la civilisation, du fonctionnement d'une société. Et puis tout ça, effectivement, il faut le traduire dans des propositions et dans un récit qui donne sens et qui emporte. Pas simple. Oui, évidemment, c'est pas simple. Fanny Demullier, il y a un baromètre de la transformation écologique que Veolia, c'est un baromètre mondial que Veolia organise. C'est chaque année ? C'est une enquête d'opinion internationale qui va être menée effectivement chaque année avec ELAB pour mesurer l'engagement des citoyens et leur envie de se mobiliser et leur compréhension de ces sujets-là. Qu'est-ce qui en ressort ? Alors, ce qui en ressort, c'est peut-être 3 choses là, dans les chiffres. C'est qu'une grande majorité de ces citoyens à l'échelle internationale est convaincu que la transformation écologique va apporter une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, une manière de consommer plus sobre et plus éthique, certainement. Il y a un deuxième chiffre intéressant, c'est que 67% de cette opinion internationale pense que le coût de l'inaction sera plus cher que le coût de l'action. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité d'agir, et ça je pense qu'il faut le dire et le répéter. Et il y a en revanche aussi un certain flou sur les pistes d'action. C'est en ça que la question de la sensibilisation, mais pour aller vers des pistes effectivement un peu concrètes de mobilisation, chacun à son niveau, parce que voilà, il s'agit que ça soit collectif. Voilà, donc on voit que l'opinion est prête, mais qu'elle a besoin d'être guidée et orientée. Mais il y a une sorte de conscience mondiale, c'est ce que vous nous dites. Pourtant, on voit qu'en fonction des continents, des pays, des niveaux de développement, il y a une relation aux enjeux de la transformation environnementale qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on vend on veut vendre par exemple une marque comme Jeep qui veut passer au tout électrique, elle le fait en Europe, elle le fait pas encore aux États-Unis parce qu'elle se dit mes clients américains ils sont pas prêts à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Exactement. Et chez Veolia, c'est exactement aussi notre sujet, c'est que nous on est un grand groupe international, mais on travaille dans les territoires puisque quand on produit de l'eau, l'énergie, on travaille localement évidemment. Et il faut que la mobilisation parte des territoires et des acteurs du territoire et que chacun à son niveau agisse. Donc c'est donner les clés aussi de la compréhension des interactions, des interdépendances pour que chacun soit à sa bonne place et chacun puisse, en fonction de son engagement, je parlais de la recyclerie tout à l'heure, la programmation éco-culturelle, il y a des piments jaune, orange, vert, orange, rouge, pardon, et en fonction de l'envie de se mobiliser et de ses compétences, chacun peut trouver son espace. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas imposer, mais surtout susciter l'envie d'agir. Est-ce qu'il faut créer de nouveaux imaginaires, Dominique ? Est-ce que c'est ça l'enjeu finalement ? C'est en cours. Oui. C'est en cours. On voit beaucoup de choses germer, si vous voulez. Nos sociétés restent sur leurs tendances, leurs trends actuels. Ne serait-ce qu'en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça bouge pas très lentement, mais en revanche, dans les têtes et dans les esprits, ça bouge beaucoup plus vite. Ça ne se traduit pas encore dans les institutions, ça se traduit... mais c'est là. Et donc ces imaginaires, si vous voulez, ils sont en cours de gestation, c'est très clair. Ça passe par la pub, notamment ? Alors pour le moment, pas trop. Non, mais parce que je pense que c'est un vrai défi. Alors c'est pas simple. Embarquer la publicité dans c'est pas simple, parce que si vous voulez, la publicité, en fait, c'est quand même un moteur...
disons, d'accroissement d'une consommation qui n'est pas tout sauf à si elle fait fait la d'équerre. promotion de l'économie circulaire. Alors oui, alors après tout dépend comment on entend, si vous voulez, l'économie circulaire. Oui, en tout cas, pourquoi pas. Mais enfin moi, franchement, c'est pas tellement ma tasse de thé. Si vous voulez dire, je préfère l'information, je préfère la fiction. Il y a beaucoup de choses qui passent au travers de la fiction. Il y a des documentaires qui sont absolument géniaux, etc. On voit qu'il y a tout un mouvement culturel. Alors, le problème, c'est que la publicité, elle a été faite pour vendre et vendre plus. Oui. Alors, on a quand même un problème aujourd'hui, c'est-à-dire que la Terre ne se dégrade pas par l'effet de nos esprits directement, mais ça passe par nos flux de matière et nos flux d'énergie. Donc ça, on doit quand même le réduire. Alors, comment on réduit ces flux sans non plus se ruiner et sans déstructurer nos sociétés? Et c'est l'énorme défi face auquel nous sommes. Il y a aussi un défi d'intelligence collective. Je voudrais qu'on parle d'un dispositif qui existe chez Veolia, le dispositif Plus Sain. Expliquez-nous ce que c'est et comment il participe finalement à ce défi collectif. C'est Plus Sain même pour une écologie en action. Et je pense que l'intention, elle est vraiment importante. Plus Sain, le 1, c'est pour dire l'union. Il va falloir, même s'il y a des divergences dans des projets entre des enjeux financiers, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, entre nous, des investisseurs, des clients, des collaborateurs, il faut se mettre autour de table sur des projets concrets dans les territoires et mieux comprendre les intérêts des uns et des autres, et plutôt que s'opposer, aller trouver des terrains d'entente communs pour agir et accélérer la transformation écologique. Donc on a déployé cette initiative qui est un prototype qui est d'ailleurs proposé en open source, qui a été validé aujourd'hui pour partager cette méthode et faire en sorte de travailler davantage ensemble, de davantage coopérer sur des enjeux concrets, territoriaux, écologiques. Ouais. Je voudrais qu'on revienne au prix du livre environnement. Dans les exemples des années précédentes, parce que vous ne pouvez pas encore nous dire qui font partie, quels livres seront sélectionnés cette année, mais il y a quoi comme exemple finalement de livres qui ont pu participer à ce défi collectif? Je vais peut-être donner un exemple avec Sébastien Boller, parce que c'est quand Dominique a pris la présidence du prix du livre, alors en 2016, je ne vais pas dire de bêtises. Ça s'appelle Le Bug Humain, et là on parle du cerveau du striatum. Je m'en souviens de ce livre. Qui fait en sorte qu'on va être conditionné en termes sur notre cerveau pour obtenir du plaisir, et que du coup la consommation, elle remplit cette fonction-là de donner du plaisir, et qu'en éduquant justement assez jeunes et moins jeunes les publics, on peut reconditionner un peu ce striatum pour aller vers des reconnaissances qui vont passer par plus d'altérité, plus de conscience et d'action responsable. Donc on voit que ça n'est pas perdu, et ce livre-là, c'est un bel emblème, je pense, des messages qu'on veut faire passer et de la manière dont il faut agir et se mobiliser collectivement. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Bismart. Donc le 13 juillet, le prix du livre environnement de la Fondation Veolia. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Paul Rodriguez. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Vous êtes le cofondateur, le président d'Hectaria. Vous l'avez créé avec Adi Mamoukou l'an dernier. C'est quoi Hectaria ? Racontez-moi. Exactement, donc on a voulu lancer Hectaria tous les deux parce qu'on constate que le système alimentaire est déréglé sur la partie agricole, sur la partie agroalimentaire. Et donc on a voulu en fait avec Hectaria reconnecter les particuliers avec les agriculteurs qui les nourrissent. Et donc on a créé en fait une plateforme qui permet d'investir en quelques clics dans la terre agricole, très simplement pour les particuliers. D'accord, donc si moi j'ai quelques centaines, milliers d'euros, il y a une mise minimale. Comment ça marche en fait? Oui, exactement. Donc on a mis 500 € comme mise minimale sur la plateforme pour permettre d'investir. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est stratégique à la fois pour les particuliers. On voit qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété dans la société maintenant. Et donc ça leur permet d'investir durablement leur épargne avec quelque chose de concret. Et côté agriculteur, en fait, on a également de nombreux besoins, notamment en capitaux, pour financer la transition agricole. Et il y a plusieurs défis, dont je reviendrai dessus après, qui sont surtout le renouvellement générationnel dans le secteur agricole. Bien sûr. Si on rentre un peu dans le détail, comment ça aide les agriculteurs? C'est-à-dire pour cette partie-là, qu'est-ce qu'ils récupèrent comme capital? Comment ça s'intègre finalement à leur entreprise à eux? Oui. Déjà sur le système agricole, comment il fonctionne, on a déjà 60% des terres qui sont en location en France. Donc c'est un système existant. Et en fait, il y a deux défis majeurs qui attendent le monde agricole dans les années à venir. C'est donc le renouvellement générationnel. Vous avez dans les 10 prochaines années 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite. Et donc sur ça, en fait,
les repreneurs, il va falloir les aider à s'installer et donc leur apporter les capitaux. D'accord, ils n'ont pas forcément les moyens de racheter une terre et donc votre système va leur permettre d'avoir une mise de base, une mise de départ plus importante. Ok, c'est le premier élément. Exactement, c'est le premier élément. Ouais. Et il faut savoir que sur 60% des repreneurs, en fait, ils ne sont pas issus du milieu agricole. Okay. Et donc, ils vont avoir besoin de capitaux et de compétences, et nous, on vient sur le volet du capital. Et le deuxième défi, c'est la transition agricole. En fait, un agriculteur qui part à la retraite n'a pas forcément mis en place les nouvelles pratiques, parce que quand vous mettez des nouvelles pratiques agricoles, vous perdez vos rendements, et donc quand vous vendez une exploitation, vous voulez qu'elle soit au meilleur de sa forme. Et donc celui qui s'installe doit aussi prendre ces coûts-là à son compte. Et donc nous, en fait, on l'aide sur ces deux volets en lui finançant la terre. Je reviens à la genèse, c'est une histoire, un projet qui est né aussi de votre histoire familiale à tous les deux, c'est ça? Ouais, exactement. Donc, pour ma part, j'ai grandi dans le milieu agricole, dans le Bordelais, père entrepreneur, agriculteur et viticulteur. Et donc j'ai vraiment toujours été ancré dans ce milieu-là. Et donc j'ai voulu y revenir tout simplement. Et mon cofondateur Adim, lui, son père est agronome. Et donc il a voulu aussi revenir au milieu agricole après des parcours en finance et en tech pour les deux fondateurs. Là, je reviens côté client. Est-ce que ça répond à une forme de ce sentiment d'éco-anxiété dont on parle souvent? Ouais, exactement. On le sent dans la société, dans le débat de tous les jours, au café, au déjeuner. Ce sujet revient tout le temps. Et donc, on a besoin en fait de mettre des actions en face concrètes. Et donc, via cette plateforme, finalement, en quelques clics, la personne, elle peut avoir 2 arts d'amandier, 2 arts de vigne, 2 arts de maraîchage, et elle peut se reconnecter avec des agriculteurs concrètement et voir un peu ce qu'ils font au quotidien. Parce que nous, on est convaincus qu'il y a un fossé qui est trop large entre ce que fait l'agriculteur et, on va dire, la réalisation écologique qu'a le particulier, qui est assez loin de la réalité du terrain, qui est très complexe et qui mérite d'être tout simplement plus mis en avant. On est sur quel rendement ? L'argent que je vais investir, combien il va me rapporter? Donc sur ça, effectivement, il y a l'aspect impact, dont on a pas mal parlé, mais il y a l'aspect rendement qui est très important. Sur le rendement, il y a 2 parties. Il y a la partie des loyers qui sont versés par l'agriculteur, qu'on appelle fermage dans le milieu agricole. Et donc là, vous avez cette partie qui est versée, donc qui alterne entre 1 et 4% en France selon on va dire, le type de plantation et la localité. Et ensuite, vous avez la plus-value que vous pouvez réaliser. Parce qu'en fait, investir dans la terre, c'est un peu comme investir dans la pierre. Vous avez votre loyer et vous avez la plus-value à terme. Et sur la plus-value, si on regarde en France, sur les 10 dernières années, la terre a pris 4% de valeur en moyenne. Donc on est sur un actif qui est finalement super intéressant, mais qui à date n'a pas été démocratisé pour permettre aux particuliers d'investir. Vous en êtes où du projet? Les premières inscriptions, on peut s'inscrire sur le site, c'est ça? Oui, exactement. Donc on a une liste d'attente qui a été lancée donc sur notre site hectarea.io. Et donc le particulier peut s'inscrire et en fait il y aura un accès en exclusivité au premier terrain après l'été sur la plateforme. Donc ça démarre en septembre, pour de bon. Oui, exactement, après l'été. Des terrains un peu partout en France, vous savez déjà dans quelle région vous allez démarrer? Oui, on a plusieurs régions dans lesquelles on étudie les dossiers de façon assez poussée maintenant. On a un ancrage fort dans le Grand Ouest de la France par mon réseau et celui de mon cofondateur également. Et donc, on va voir un petit peu sur les premiers terrains qui arrivent et qui sont prêts. Merci beaucoup, Paul Rodriguez, et bon vent à Hectarea. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!